Poussin créole, Qui? poussin créole, Qui? il n'aime pas trop Mélenchon. Ah. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, poussin créole est là. Dieu vous le rendra. Je voulais faire une vidéo sur un youtubeur voyage américain que j'ai découvert par hasard, Jubinski. J'ai été retourné par sa dernière vidéo dans une province du nord-est de l'Inde. Un endroit à part avec des gens d'une incroyable gentillesse et bienveillance, des gens heureux, souriants, empathiques, altruistes, etc. Je sais que des gens comme ça existent partout, mais là, on aurait vraiment dit que 100% de ses habitants correspondent à ces qualificatifs. J'ai donc commencé à écrire ma vidéo, puis je me suis rappelé d'un truc. Et si c'était trop beau pour être vrai? Je me suis rappelé de youtubeurs qui sont capables de te donner envie de voyager même dans les plus gros trous à merde du monde, et ce, en ne te montrant que ce qu'ils ont envie de te montrer. Par acquis de conscience, je suis donc allé voir d'autres de ces vidéos, et devinez quoi, c'est ce genre de youtubeur. Partout où il va, il ne croise, comme par hasard, que des gens amicaux qui ont le cœur sur la main. Cette dame qui prépare le café pour moi est tellement gentille. C'est l'une des plus belles expériences que j'ai vécues jusque-là dans cette partie du monde. J'ai renoncé à ma vidéo quand j'ai réalisé qu'il donne même presque envie d'aller en Érythrée et en Somalie, c'est vous dire. Attention, je dis pas que sa vidéo de la province indienne ou toutes les autres sont fake. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut toujours prendre du recul sur les images qu'on nous montre. La vérité est très souvent pas tout à fait la même que celle qu'on nous montre. Ça vaut également pour ceux qui ne nous montrent que le négatif. Je pense par exemple au reportage racoleur du type enquête exclusive qui ne braque les projecteurs que sur ce qui va pas et qui grossissent le trait. La nuit tombée, la capitale se transforme en plaque tournante des travestis pickpockets, des dealers qui se prostituent, ou encore des concierges cannibales. Après je sais pas, ça se trouve c'est moi qui suis à côté de la plaque et en vrai, tout le monde est formidable partout dans le monde, toutes les cultures se valent, tout ça. Allez savoir. Oui, sans doute. Toujours est-il que je préfère les contenus voyage nuancés. Ceux où on nous montre un peu des deux, le positif comme le négatif, ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas. Je tombe sur une actu du Figaro qui évoque Philippe Maurice. 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 Le dernier Français qui échappait à la peine de mort grâce à son abolition par Philippe Badinter. J'apprends que ce dernier est même allé lui rendre visite en prison. La première question que je me pose est-il allé rendre visite à la famille de la victime? Non, je ne crois pas, non. C'est ça qui me pose problème chez les gauchistes. Leur humanité, ils la réservent très souvent aux coupables, pas à leurs victimes. Certains gauchistes tentent même de relativiser, façon... Ok, c'est pas un ange, mais c'est pas un monstre pour autant, tu vois. Un meurtre est un meurtre, peu importe les motivations et la victime du meurtre. Tuer comme dans son cas un policier pour des raisons crapuleuses n'est pas moins grave que tuer par exemple un enfant pour quelque autre raison. C'est symboliquement moins impactant, mais au final, un mort reste un mort, et il y a toujours des gens qui pleurent cette mort derrière, une famille, des amis, etc. Philippe Maurice était un grand bandit avec un lourd passé de délinquant, vol, braquage, et surtout, il n'en a pas tué qu'un seul. Il a tué 2 policiers et un veilleur de nuit, et a grièvement blessé un surveillant de prison en tentant de s'échapper. Peu importe si c'était des crimes de circonstance plus que des crimes de haine, il a ôté la vie à 3 personnes et plongé dans le malheur des dizaines et des dizaines de membres de son entourage. Est-ce que ça méritait la peine de mort? Posons la question autrement. Si avoir tué 3 personnes ne mérite pas la peine de mort, qu'est-ce qui la mérite alors? Bref, Robert Badinter, panthéonisé, s'est craché au visage des familles de ses victimes et aussi craché au visage des Français qui, pour 65% d'entre eux, étaient opposés à son abolition. On me dira ce qu'on voudra, l'humanisme ce n'est pas éprouver de l'empathie pour ceux qui ont perdu toute humanité. Et donc les coups de fil que j'ai eus quand ils sont arrivés à l'aéroport étaient très préoccupants sur le traitement qui a été réservé à toute la délégation et en particulier à Mélissa Camara en arrivant au port. Il se trouve qu'elle est aujourd'hui en prison, elle sera déportée d'ici 72 heures. C'est le terme juridique, hein, déportation. Et un dog whistle de plus. Déportation est un mot français et aussi un terme juridique qui signifie expulser du territoire, on est d'accord. Néanmoins, personne n'utilise ce terme en France pour évoquer une expulsion, ce dernier étant très connoté car historiquement associé à la déportation des Juifs, et ça, Marine Tondelier ne peut pas ne pas le savoir. Les lapsus ça peut arriver à n'importe qui, mais la gauche étant coutumière des clins d'œil à la Shoah, difficile de plaider l'innocence ou une simple coïncidence, d'autant plus qu'il existe un mot déjà couramment utilisé, expulser tout simplement. Un militant pro-Palestine qui se rend à Gaza avec un t-shirt représentant des parapentes, c'est juste un passionné de parapente. Meilleur Habib qui se fait tuer par une boîte à pizza four à pierre dans un clip d'animation, c'est un clin d'œil à la pizza qu'ils ont mangé la veille. Une juive qui va camper à Tel Aviv, j'imagine que c'est un clin d'œil à Décathlon.
Les dragons célestes, c'est un hommage à One Piece, et le 88 dans l'adresse Insta de Rima Hassan, c'est un clin d'œil au département des Vosges. Bref, comme d'habitude, la gauche nous prend pour des imbéciles, mais le pire, c'est qu'ils sont convaincus que personne ne s'en aperçoit. C'est vous dire à quel point ils sont cons. Pas possible d'être aussi con. Le chef Alain Passard a fait un choix radical, une cuisine locale et 100% végétale. Petit pâtisson, c'est beau ça. Plus de poisson, plus de viande, plus de fromage, ce 3 étoiles Michelin avait déjà exclu la viande rouge pour des raisons environnementales. Un resto 100% respectueux de l'environnement qui privilégie les végétaux et les circuits courts, pourquoi pas? Par contre, j'aimerais bien qu'il nous parle du profil des gens qui mangent dans des 3 étoiles au guide Michelin. C'est pas vraiment le profil, prolo qui se serre la ceinture et qui ne part en vacances que tous les 5 ans, et encore bien souvent dans un département proche. C'est plutôt le profil bourgeois citadin qui possède à lui seul le bilan carbone annuel d'une petite commune, qui se déplace exclusivement en taxi ou chauffeur privé. J'ai envie de crier zut, en flûte, crante, en... chier. Bref, c'est bien beau de proposer un concept de restauration éco-responsable, mais si ton public cible ce sont des gens qui n'en ont pas grand chose à foutre de leur empreinte carbone, c'est tout aussi pertinent que d'ouvrir un resto routier éco-responsable. Ouais, c'est marrant. Il y a une nana pas très maligne qui me répond que je raconte n'importe quoi, et que même les prolos ont accès au resto étoilé si en gros ils s'organisent financièrement. Techniquement, effectivement, un Français modeste qui s'organise et qui économise spécialement pour peut en faire un ou deux de temps en temps. Sauf que voilà, par ignorance ou surtout par bêtise je dirais, elle ne sait pas que les restaurants étoilés ce n'est pas qu'une question de prix, c'est aussi une question de culture. Elle ne comprend pas la mentalité du Français moyen. Peut-être est-elle elle-même une bourgeoise. Les restos étoilés et encore plus un 3 étoiles appartiennent à un autre monde, celui des gens riches. Toutes les classes sociales sont conditionnées par leur environnement. Pour le Français moyen, les restos étoilés, c'est pas pour lui, c'est un truc de riche. Et même s'il a le pouvoir d'économiser pour y aller, il le fera pas. Partons du principe qu'aucun d'entre vous n'est issu d'un milieu bourgeois. Dites-moi sincèrement si vous en connaissez beaucoup qui ont mangé dans un restaurant 3 étoiles. Je parie que vous n'en connaissez pas. Moi-même, j'y ai mangé une seule fois dans ma vie. Un 2 étoiles dans l'équivalent d'un palace à l'île Maurice. Faudra d'ailleurs que je vous raconte un jour tellement c'était une expérience unique. Détendez-vous, je n'ai jamais été bourgeois. J'y suis allé gratos grâce au travail de mon ex-femme. Il y a aussi un autre aspect du fonctionnement du cerveau du Français moyen que cette nana ne semble pas comprendre. Ce dernier aime en avoir pour son argent. Si ce sera le cas dans un resto étoilé d'un point de vue expérience gustative, ça ne le sera pas en termes de quantité. Le Français moyen a du mal à intégrer le concept de dépenser 200 balles pour sortir du restaurant le ventre presque aussi vide que lorsqu'il y est entré. Dans un resto étoilé, t'y vas pas pour te remplir le ventre, t'y vas pour réveiller tes sens. Oh là là, elle délire là, vite, faut l'emmener à l'hôpital, vite. Oui, mais je n'ai pas de moyen de locomotion. Quelqu'un pourrait-il... Écoutez, je suis le directeur. J'ai une voiture si vous voulez. Oh, monsieur, auriez-vous la gentillesse? Elle est à votre service, allons-y. Ce n'est pas une actu, mais je suis tombé sur une vidéo de Jordanix par hasard, où un mec fortiche en maths démonte à grands coups de calculs savants et indigestes la théorie de l'existence des supergéantes dans le Coran. Je comprends pas pourquoi les ex-musulmans dépensent autant d'énergie à déconstruire la croyance en un dieu. Pas besoin d'avoir un doctorat en mathématiques pour cela. Je peux comprendre que l'exercice les amuse, mais ils se font chier pour rien en fait. Le bon sens et la logique pure suffisent. À la question « Comment sais-tu que Dieu est le créateur de tout ?», le croyant te répond que rien ne naît du néant et que toute création a un créateur. Je sais pas si cette affirmation est vraie scientifiquement parlant, mais on s'en fout. Partons du principe qu'elle est vraie. Admettons. Si toute création a son créateur, dans ce cas, qui est le créateur de Dieu ? Le croyant répondra que Dieu n'a pas de créateur, il est à l'origine de tout. C'était donc ça, ouais. Première question, pourquoi la logique ne fonctionnerait-elle plus ici ? Pourquoi Dieu échapperait-il à cette règle ? Et surtout, comment il sait que Dieu est à l'origine de tout ? La seule réponse que vous aurez à cette question est une citation de leur livre saint. La boucle est bouclée. En utilisant uniquement la logique, je viens de démontrer en quelques secondes que la croyance en un dieu repose sur un raisonnement circulaire, lui-même basé sur un postulat purement arbitraire et humain. Moralité, l'existence de Dieu n'est rien d'autre qu'une hypothèse impossible à prouver. On termine avec cette synthèse de la dimitude et de l'ethnomasochisme. C'est l'extrait d'un live sur la chaîne YouTube Parole d'honneur. Pour résumer cette chaîne, c'est le quartier général de tous ceux qui vomissent la France. Pleurnicheurs victimaires, décoloniaux, islamistes, dhimmis et j'en passe. Je sais pas qui est le mec qui s'exprime, mais peu importe. Probablement un énième sociologue tellement déconstruit qu'il tient à peine sur ses jambes. Et l'autre truc qui me frappe beaucoup, ce qui est intéressant dans le décolonial quand même, c'est dans l'espèce de petit miroir que tend au blanc le décolonial, c'est que c'est pas sympathique du tout, ce que ça nous renvoie comme image. Les vieux qu'on abandonne, des choses qui sont quand même le fait qu'on n'aurait plus de culture, qu'on sache pas danser, on est naze quoi. Avant d'analyser ces propos, il est important de s'attarder sur l'image qu'il renvoie. On dit souvent que c'est facile d'attaquer le physique et que ça ne se fait pas. Je dirais pas cela. Même si juger l'apparence physique n'est pas fiable à 100%, elle nous donne tout de même des indices sur la nature de cette personne.
La maxime, le physique de ses idées, n'est pas une science exacte, mais elle est très souvent révélatrice de ce que nous sommes. Maigre, teint pâle, maladif, le cheveu pas soigné, bref, cet homme n'est visiblement pas très en forme. Attardons-nous sur ses propos maintenant. Il nous fait une démonstration de l'engeance que serait l'homme blanc selon lui. Première question, de quel droit parle-t-il au nom de l'homme blanc? Et de quel droit se permet-il de projeter ses propres démons internes et ses propres névroses sur des dizaines de millions de Français, et plus largement sur des centaines de millions d'individus d'origine occidentale? Ensuite, le mec balance au calme une succession de clichés racistes. Je précise que je n'ai aucun problème avec les clichés racistes, tant que c'est de l'humour. Le problème avec lui, c'est qu'il est premier degré. Les vieux qu'on abandonne. Ok, je veux bien qu'on pose sur la table le débat sur notre rapport à nos anciens et de leur place dans la société une fois qu'ils ne sont plus productifs. C'est une vraie problématique sociétale que je n'aborderai pas ici, mais c'est un débat intéressant. En fait, il reprend le cliché, le blanc est tellement malfaisant qu'il ne respecte pas ses anciens, tandis que le racisé, lui, a le cœur sur la main et n'abandonne jamais ses vieux. C'est cela, oui. Certes, toutes les cultures n'ont pas la même approche lorsqu'il s'agit de la gestion de leurs vieux. C'est un fait, beaucoup de vieux en France sont abandonnés à leur sort dans des EHPAD, faut pas le nier. Le problème avec son discours est qu'il en fait une question raciale. Il écarte arbitrairement la responsabilité de notre système capitaliste qui privilégie l'individualisme tout en nous offrant des alternatives supposément acceptables afin de nous permettre de nous décharger du poids de la gestion de nos anciens au quotidien. Comme je le disais, je veux bien qu'on débatte de cela, mais à condition qu'on pose toutes les clés de compréhension sur la table. Certainement pas avec le prisme d'un enfant de 4 ans, façon « le noir est gentil, le blanc est méchant ». Le noir qui n'a connu que la société occidentale, qui a étudié et qui a dû partir à l'autre bout de la France pour travailler, vous croyez que parce qu'il est noir, il va nécessairement ramener toute sa famille avec lui et qu'ils vivront tous sous le même toit dans un appartement parisien? Est-ce que vous pensez qu'il fera différemment du blanc? Non! Si les sociétés africaines avaient un système de retraite efficace, que ce soit par répartition ou capitalisation, et des structures leur permettant de soulager les plus jeunes du poids des plus vieux, est-il certain qu'ils ne feraient pas comme nous en France? Il n'en sait rien parce que cette hypothèse ne lui est jamais passée par la tête. Et la culture, tiens, il paraît qu'on n'en aurait pas. Ah ouais. Ah, le bon vieux cliché, les blancs ne savent pas danser. Oui, il a raison, les blancs ne savent pas danser. Ce cliché est doublement raciste. Raciste anti-blanc, mais aussi raciste anti-noir, puisqu'il sous-entend que les noirs auraient un gène de la danse en eux. Ce sont les mêmes qui hurleront au racisme si quelqu'un parle du gène de la course à pied ou de la violence chez les noirs et les arabes. Quand c'est positif, c'est génétique. Quand c'est négatif pour les noirs, c'est raciste. Mon Dieu, mais c'est bien sûr. Là, il écarte totalement le facteur culturel. La danse est de façon générale omniprésente dans les cultures africaines. Il est donc logique qu'ils partent avec un avantage s'ils ont accès à cette culture. Mais un Africain qui grandit dans une famille de blancs et qui n'a aucun accès à la culture de ses origines ne sera pas plus avantagé que le blanc et inversement. Le blanc qui grandit dans une culture africaine partira avec un avantage. C'est culturel, pas racial. De plus, un Africain partira avec un avantage en ce qui concerne les danses africaines. Vous en connaissez beaucoup des danseurs étoiles noires? Encore une fois, c'est une question de familiarisation avec une culture. Tu es naze, arrête de projeter ta perception de toi-même sur les autres. Prenons mon cas en tant que réunionnais. Comme de nombreux réunionnais, j'ai parmi mes ancêtres à la fois des esclaves et des esclavagistes. Eh bien, devinez quoi? Je ne porte le poids ni de l'un ni de l'autre. Je n'ai esclavagisé personne et je n'ai été l'esclave de personne. L'histoire est ce qu'elle est et je ne suis pas responsable des actes de ceux qui m'ont précédé. Les gauchistes vous diront: ouais, mais c'est hypocrite, puisque pour les gens de droite, respecter et valoriser l'héritage des ancêtres est super important. C'est effectivement un parti pris. On garde le bon et on se débarrasse du mauvais. C'est un prérequis pour la survie de l'humanité si elle souhaite aller de l'avant. Reconnaître les erreurs du passé est important, mais en porter le poids est un frein à l'évolution. Un être humain qui n'avance plus est un être humain qui décline et qui disparaît. C'est applicable à la vie de chacun au quotidien. Quelqu'un qui passe son temps à se morfondre en se disant qu'il a déconné n'ira pas bien loin, tandis que celui qui apprend de ses erreurs et les corrige ira de l'avant et sera le roi du monde. C'est pas moi qui l'invente, c'est l'histoire du monde en fait. Alors qu'on soit bien d'accord, ce mec, c'est son droit le plus strict de n'avoir aucune estime ni aucun respect pour son peuple et pour lui-même. Le problème, c'est que les gens comme lui ressentent le besoin d'entraîner tout le monde dans l'abîme avec eux. Ouais, 9-2, 9-3, 1, déportation.
9-3, déportation. Ouais, 9-2, 9-3, déportation. Sarcelles, déportation. Ah ouais, Châtelet, déportation. Bientôt sa déportation. Boeing 777, riche pour la vie, ma reine. Reine des reines, c'est Marine Le Pen qui tient les rênes. 9-1, 9-2, 9-3, déportation, est-ce que tu me crois? 9-1, 9-2, 9-3, déportation, déportation. 9-1, 9-2, 9-3, déportation. Messieurs, vos papiers, sinon tu vas rentrer chez toi. Vos papiers, sinon tu vas rentrer dans le Boeing 777. Un contrôle des papiers à 9-1, 9-2, 9-3. Déportation 9-1, 9-2, 9-3. Je prie le ciel, est-ce que tu me crois? Christian 777. Je vote Le Pen, c'est pour toi. Un billet offert, un caviar offert par le Boeing 777. Un VIP, belle, une place offerte. VIP, c'est pour les sans-papiers. À 9-1, 9-2, 9-3. 2027 Le Pen, 2027 RN. Christian 777. Christian 777.